Bonsoir à tous. Église du monde part cette semaine au Cambodge. Si le royaume a largement échappé à la pandémie, peu de cas de Covid ont été détectés. Il subit en revanche les effets économiques de cette crise avec un appauvrissement de la population. Éclairage dans un instant avec Damien Verny, directeur Action Asie de Enfants du Mékong. Mais tout d'abord, quelques éléments géographiques à retenir. Le Cambodge, pays d'Asie du Sud-Est, est entouré par le Vietnam, le Laos et la Thaïlande. Sa capitale est Phnom Penh. Sa population est d'environ 16 millions d'habitants. Face au Covid, si le gouvernement cambodgien n'a pas décrété de confinement, il a en revanche fait le choix de fermer les écoles, collèges et lycées pendant près de 15 mois en tablant sur les cours à distance. Mais un tiers seulement des élèves a pu bénéficier des cours en ligne et 25% des élèves ne sont pas revenus à l'école depuis la réouverture. On y reviendra. Enfin, sur le plan religieux, la population est à 98% bouddhiste. Le bouddhisme est religion d'État. Il y a 1% de musulmans, 0,5% de chrétiens, dont une petite communauté catholique d'environ 25 000 fidèles. Les autres religions se situent à 0,5%. On va donc parler du visage de cette jeune église du Cambodge qui est renée de ses cendres après le génocide Khmer Rouge de 1975 à 1979. Damien Verny, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre le temps de cette émission. Alors vous étiez au Cambodge il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. C'était votre premier retour sur place depuis la pandémie. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que le pays a changé? Alors oui, moi j'ai trouvé que le pays avait changé, c'est-à-dire que c'était un pays qui était en plein essor, un pays émergent, mais malgré tout avec une belle croissance, notamment dans les villes, tirant les campagnes derrière. Après ces 15 mois de fermeture, donc ça faisait 18 mois que je n'étais pas retourné, j'ai vu un pays réellement appauvri, notamment les campagnes, des situations de malnutrition, beaucoup d'enfants, parfois avec des cheveux clairs, un signe de malnutrition. Beaucoup de parents, alors nous on s'occupe d'enfants en situation de grande pauvreté qui sont en général dans leur famille, et beaucoup de parents avaient perdu un emploi. Il faut savoir que le pays vivait beaucoup du tourisme. En 2019, il y avait 6,6 millions d'étrangers pendant l'année. En 2020, il y avait une chute de 78% du tourisme et beaucoup de métiers informels et gravitaient autour de ce secteur-là. Donc beaucoup ont perdu leur travail. Il y avait aussi l'agriculture. La plupart des enfants, des parents de ces enfants que nous soutenons sont des agriculteurs. Et pour ajouter au Covid, on a eu des inondations, ils ont eu des inondations fortes qui ont détruit une bonne partie des récoltes. C'est ce qu'on appelle le Cambodge et le grenier à riz. Et malheureusement, beaucoup de ce riz-là est parti dans les inondations. D'accord. Donc effectivement des aspects économiques importants, des effets collatéraux de la crise, puisque effectivement les chiffres officiels font état d'un peu plus de 3000 morts du Covid. Le Cambodge fait vraiment figure de bon élève par rapport à l'ensemble des pays à la fois d'Asie et j'allais dire peut-être aussi dans le monde. Actuellement, il y a 120 000 cas détectés positifs. Alors, le Cambodge semble peu touché sur le plan sanitaire et la population est entièrement vaccinée, mais ces bons résultats, ils ont été obtenus aussi au prix de lourds sacrifices, avec notamment la fermeture des établissements scolaires pendant 2 longues périodes de 7 mois chacune, une stratégie qui a fragilisé certaines familles. Explication de Chandette Doeun, qui est responsable de l'action sociale au sein d'Enfants du Mékong. Government they try to protect people from COVID-19, but by try to reduce and delay transmission and also minimize serious problem and also ensure ongoing essential health service and minimize economic or social impact. This is a good action, but this action make school close, so that's why it's impact to education. So we say that Cambodia
close school so long, like it's longer than other country around us, like in Southeast Asia. Some family they don't have access to a mobile phone or even computer because they are poor, so they cannot study online, and the knowledge of the parent. Some parents they don't even know how to use mobile phone. Some parents they are uneducated. So when talking about online, they cannot have. And some family, they need to go to work. If they stay with the student, they will not have food to eat. Alors le choix du gouvernement, cette stratégie de fermer les écoles finalement, est-ce que ça n'a pas été une mauvaise stratégie sur du long terme? Alors c'était une stratégie risquée. Néanmoins, voilà, il faut se resituer 18 mois avant. C'était peut-être pas facile d'anticiper tout ça. Je pense que cette stratégie, néanmoins, a permis, avec un bon suivi des enfants, de leur permettre de continuer à l'école, en tout cas pour les plus motivés. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en suivant les enfants à travers ce système de cours en ligne mis en place. Alors, comme on l'a entendu sur différentes études, les chiffres sont quand même assez parlants puisque un tiers seulement des élèves ont pu avoir accès à ces cours en ligne parce qu'il fallait être équipé et on l'a bien entendu là, ça n'est pas le cas pour de nombreuses familles. Tout à fait. Alors pour les plus jeunes, il y a eu un système de polycopier qui a été mis en place pour leur permettre d'avoir accès à ces cours et de pouvoir y répondre. Et puis nos services sociaux, en tout cas pour ce qui concerne Enfants du Mékong, les renvoyaient aux écoles pour que ça puisse être corrigé. Alors c'est pas l'idéal, mais c'est déjà quelque chose. Ensuite, effectivement, on s'est rendu compte que beaucoup n'avaient pas d'écran, de smartphone. Il a fallu regarder comment leur permettre d'avoir accès au moins à du matériel informatique pour pouvoir le suivre. Alors, il a fallu acheter quelques smartphones ou quelques écrans. Néanmoins, ça a été assez marginal parce que ils se sont bien organisés pour, au bout de 3-4 mois, avoir ce type d'outils. Nous, on a surtout travaillé sur l'accès à Internet parce que les services d'Internet ne sont pas les mêmes en fonction de votre place géographique et du coup, on a travaillé à ça. Et ensuite, on a mis en place une plateforme de cours en ligne qui nous permettait de contrôler ceux qui se connectaient, ceux qui ne se connectaient pas. Et quand on ne se connectait pas, alors nos services sociaux s'enquéraient de la situation parce que très souvent, le problème, c'était un problème de nutrition qu'il y avait derrière. L'enfant était emmené par les parents au champ pour travailler et nous pouvions leur délivrer suffisamment de riz pour que l'enfant puisse rester à la maison et continuer ses études. D'accord. Ça pouvait être un moyen de préserver de compenser aussi la scolarité. Alors ça, c'est ce qui s'est passé pour Enfants du Mékong, mais de manière un peu plus large. Est-ce que on va être face à un coût social, peut-être sur une génération compliquée, là, sur la suite? Si 25% simplement des élèves sont revenus à l'école. Oui. C'est sûr que le décrochage scolaire est un problème pour les années à venir. Alors il faut savoir que 25% qui ne sont pas revenus. Revenus, tout à fait. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rentrée scolaire a eu lieu lundi. Donc aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu tôt pour dresser un constat final, je dirais, puisque pas mal d'enfants vont mettre du temps à revenir. J'en parlais avec notre directeur sur place qui me disait qu'il faut attendre un mois pour voir un peu la réalité des choses. Mais il est sûr que certains ne reviendront pas. Et dans ce cas-là, ces enfants-là risquent de trouver un travail peut-être trop tôt dans les champs et avoir du mal à grandir. Quoi. Et puis les familles ont eu besoin aussi de ces ressources-là aussi. Absolument. Il a fallu trouver du travail, c'est ce que disait Chanden dans le passage que nous avons vu. Il a fallu trouver du travail pour subvenir aux besoins et pas mal d'enfants ont aidé leurs parents pendant cette période.
Alors le système scolaire, il était déjà décrié en fait depuis plusieurs années. La crise a simplement fragilisé encore un peu les choses, mais pourquoi est-ce qu'il était critiqué ce système? Alors principalement parce que en Asie du Sud-Est, on apprend par cœur. Et ça, c'est un vrai problème puisqu'on a du mal à faire appel à l'intelligence, à l'esprit critique. C'est tout le défi que Enfants du Mékong espère remporter petit à petit en proposant des activités de formation humaine qui permettent aux jeunes déjà d'apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Puis ensuite, il y a ce système de corruption larvé dans le pays qui fait que les professeurs enseignent un peu moins que ce qu'ils devraient pendant l'école et du coup proposent des cours supplémentaires payants après l'école. Et donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel Enfants du Mékong tâche de travailler pour qu'au moins ces cours supplémentaires, dans un premier temps, soient des cours de qualité et que dans un deuxième temps, les professeurs puissent donner suffisamment de cours, puisque nous les employons aussi dans nos centres de soutien scolaire au Cambodge. Pour en revenir à cette crise sanitaire, dans le fond, comment expliquer que les contaminations aient été aussi faibles? Et comment est-ce que le Cambodge se situe par rapport aux autres pays asiatiques? Alors, plutôt bien, dans la mesure où le Cambodge, en fermant tout de suite d'abord ses frontières, ensuite effectivement les écoles et les structures administratives, a aussi cherché à obtenir rapidement des vaccins, notamment aidé par la Chine, avec lequel il a beaucoup de partenariats. Et aujourd'hui, 85% de la population est vaccinée, 90% est éligible au vaccin, puisque ça commence à l'âge de 5 ans. Ces vaccinations de masse font qu'il y a une sorte d'immunité collective qui est maintenant possible et qui a permis au Premier ministre, M. Hun Sen, de rouvrir les écoles lundi dernier. Effectivement, elles ont rouvert leurs portes le 10 janvier, après les congés aussi d'hiver. Hein. C'est ça. Alors, il y a aussi un autre aspect qui a été observé avec cette crise, c'est la liberté d'expression qui a été malmenée. Amnesty International a insisté sur l'effet dévastateur de la pandémie, en disant que les autorités cambodgiennes se sont servies du coronavirus pour accentuer la répression. C'est le cas? Alors, comme je pense dans la plupart des pays où on a confiné, la liberté d'expression s'en est trouvée forcément diminuée. Avec des arrestations un peu arbitraires, est-ce que vous avez eu écho de ce genre de choses? Personnellement, non. Au titre d'Enfants du Mékong, pas du tout. Qu'est-ce que ça dit, en tout cas, du climat actuel dans le pays? Vous nous parliez d'un pays qui a changé. Quelle photographie vous pourriez nous donner sur le pays actuellement? Eh bien, un pays donc, qui s'est quasiment arrêté pendant 15 mois, donc qui doit repartir. Un écart entre les riches et les pauvres qui s'est accentué. Et je pense que, notamment entre les villes et les provinces et les campagnes, c'est assez marqué. C'est-à-dire que dans les villes, on voit assez vite des voitures de marque circuler, là où on n'en voyait pas il y a quelques mois. Une explosion, bien sûr, du marché du smartphone un peu partout. Voilà. Et puis les infrastructures routières qui étaient financées principalement par la Chine, qui ont repris après des mois d'arrêt et qui donc relance le pays dans sa course au développement. Je pense que l'un des premiers points sur lequel le pays doit marquer l'accent, c'est bien sûr l'éducation. Et comme vous disiez, tous ces enfants qui ne retournent pas à l'école, ça doit être la priorité pour tous les acteurs de l'éducation, à commencer bien sûr par le ministère de l'Éducation, mais aussi toutes les ONG qui y travaillent, dont nous faisons partie. À suivre donc. On va parler à présent du visage de l'Église. Elle a été quasiment anéantie par le génocide Khmer Rouge. Elle renaît maintenant doucement de ses cendres depuis 30 ans, mais avec à peine 80 prêtres, dont la très grande majorité sont des missionnaires étrangers. L'Église du Cambodge demeure très réduite. Cependant, elle offre un visage très actif avec des actions de charité au plus près des populations en difficulté, comme le raconte le père Stephen Sat, prêtre khmer du diocèse de Kampong Cham, situé dans le centre du pays. Il répondait aux questions de Stéphanie Desson. This is our activity to show that God loves us. We also show this
love by doing activity with the people, especially with the poor. We try even small church, but we try to do this to show that God loves us and also love them. They understand now when we do something with the poor people, they say that, oh, they are Jesus. That a group of Jesus come to help us like this. So the people, they know this. When we have the poor, we build a house. When we have children, support them to go to school. They know that, oh, they are the group of Jesus, so they come to help the people like this. We are religion, like do something because we receive love. But they think that we are like a really generous organization. An organization of generosity like that. Sometimes a little bit difficult also. When they see us, they ask something. They ask. They are, oh, have this, have that, like this, like that. Alors l'Église, elle est avant tout perçue comme une ONG par les bouddhistes. Oui, je crois que c'est un petit peu plus que ça, mais c'est effectivement, elle se définit pas mal par ses actions sociales. Alors c'est une petite église, néanmoins très ancienne, puisque le premier missionnaire est arrivé en 1555. Le premier prêtre ordonné a été ordonné en 1955. Donc il s'est passé 400 ans. Et pendant ces 400 ans, voilà, l'Église a été, je dirais, présente et a apporté le message du Christ et puis un soutien aux plus démunis. Aujourd'hui, donc effectivement, ils sont 25 000. Ils sont 70 prêtres au Cambodge, donc c'est peu. Et parmi ces 70 prêtres, on a 20 nationalités différentes. Les prêtres cambodgiens, les prêtres de nationalité khmer, sont 8, au nombre de 8, ce qui est équivalent avant la période Khmer Rouge, qui était déjà au plus haut niveau. D'accord. Et puis, voilà, pendant ma mission, j'ai pu rencontrer le tout nouveau diacre, alors qui, lui, n'est pas Khmer, mais Phnong, cambodgien, qui fera qu'ils seront 9, normalement, si Dieu veut, dans un an. Et ce sera le plus haut niveau jamais atteint du nombre de prêtres au Cambodge. D'accord. Il y a une certaine dynamique. Il y a une certaine dynamique. Finalement, les Khmer... Quand on est khmer, c'est être bouddhiste? Oui, alors le bouddhisme fait partie de l'identité au Cambodge. Sur tous les documents officiels, on inscrit nation, religion, roi. Ce sont vraiment les trois mots qui définissent le Cambodge et les Cambodgiens. Alors le bouddhisme, c'est un bouddhisme du petit véhicule qui est singulièrement différent du bouddhisme du Vietnam, par exemple, au Vietnam. En quoi est-ce qu'il est différent, oui? Alors, parce qu'il imprègne énormément la culture du pays. Je dirais qu'il y a peut-être un petit peu plus beaucoup plus même de rituels dans ce petit véhicule que dans l'autre. Il y a peu de conversion, du coup, vers le christianisme? Alors voilà, exactement. Il y a peu de conversion parce qu'en fait, ils estiment que la situation dans laquelle chacun se trouve est due sans doute à des vies antérieures et que personne ne peut rien faire pour soi. Donc ils n'en voient pas l'intérêt. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que c'est Monseigneur Cosme, un des 3 évêques du Cambodge, qui nous disait qu'il fallait que ça passe par les œuvres, en fait. Parce que faire quelque chose pour quelqu'un gratuitement, ça dépasse l'entendement d'un Cambodgien et ça le surprend, ça le fait réagir et ça peut déclencher quelque chose chez lui. Ça peut créer une dynamique. Une toute dernière question. Les 2 tiers des catholiques donc, sont vietnamiens, ce sont des apatrides. C'est un défi, du coup, ça, pour l'Église? C'est un vrai défi que certains missionnaires et autres prêtres tâchent de relever. Les Vietnamiens, donc, qui étaient déjà là avant l'époque Khmer Rouge, qui ont tenu, qui sont restés, sont apatrides, ont du mal à trouver leur place parce qu'ils ne parlent pas le cambodgien. D'accord. Et donc c'est l'enjeu que l'Église propose à ces communautés vietnamiennes des bords du Mékong. On en a rencontré une pendant notre mission, c'était très touchant. Et le prêtre nous a dit, donnez-nous une école, parce que c'est à travers l'apprentissage du cambodgien que nous pourrons les aider vraiment. Ils pourront trouver leur place. Exactement.
Merci beaucoup, Damien Verny, pour votre éclairage sur la situation au Cambodge. Tout de suite, d'autres informations ailleurs dans le monde. Au Kazakhstan, la situation semble s'être calmée 10 jours après les manifestations provoquées par la hausse du prix du gaz. Les émeutes violemment réprimées par le président Tokayev ont fait plus de 160 morts et 8000 personnes ont été arrêtées. Des troupes russes et d'autres pays voisins s'étaient même tenues prêtes à intervenir pour soutenir le président en place face à des menaces de renversement. Aujourd'hui, les violences ont cessé, un nouveau Premier ministre a été nommé et la vie reprend son cours. Mais derrière la tentative de coup de force menée par des opposants et la répression sanglante, les difficultés d'une large partie de la population demeurent. Décryptage avec le père Guido Trezani, directeur de Caritas Kazakhstan. Generally, most of the people are not happy about the economical condition, about salaries, about prices, and this and that. And this is true. This it's clearly true. And what the president told yesterday during the speech officially is reflecting the situation of the country. You know, that a lot of people they can see, especially here in Almaty, but not only, the big gap that is between the ordinary people and a small elite that have a lot of money, you know. And so clearly this was under the fire for a long time, and took the opportunity of this protest to come out. Le 12 janvier 2010, il y a tout juste 12 ans, un terrible séisme frappait Haïti, faisant environ 300 000 morts. Port-au-Prince, la capitale, a quasiment été détruite. Aujourd'hui, malgré les aides de la communauté internationale, les installations n'ont pas encore été totalement rétablies. Il a connu d'autres séismes en 2014 et en août dernier, et elle est plongée dans l'instabilité politique depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a 6 mois. C'est aussi le chaos social, avec des gangs qui font leur loi, enlèvements et violences sont quotidiens. 2 journalistes haïtiens ont d'ailleurs été assassinés le 6 janvier dernier par un gang en périphérie de Port-au-Prince. Dans leur message de Noël, publié le 18 décembre, les évêques d'Haïti lancent un cri d'alarme urgent face à la dégradation de la situation du pays. Ils appellent la communauté internationale à leur venir en aide et demandent aux chefs de groupes armés de déposer les armes. Enfin, l'Irak rouvre progressivement ses portes aux archéologues. Inaccessibles durant de longues années en raison des conflits successifs, des dizaines de chantiers de fouilles sont actuellement en cours, notamment près de Nadjaf, dans le centre du pays. L'Institut allemand d'archéologie travaille sur le site d'Al-Hira, ancienne ville chrétienne, qui a connu son apogée à l'époque des Lakhmides au 5e et 6e siècle. Selon certains indices, une église pourrait y avoir été édifiée. Et tout de suite, place à notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Tchad Sœur Juliette Ngueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au pays de l'espérance, de l'expérience de la prise en charge de l'Église locale par elle-même. Longtemps, l'Église a mis l'accent sur la philosophie et la théologie comme formation des jeunes à la prêtrise ou à la vie consacrée. Mais l'école de la vie, surtout dans le domaine pastoral, l'Église a reçu des interpellations venant du milieu local à la prise en charge de l'Église par elle-même. Beaucoup de gens sont rendus avec la situation de Covid ou même avant cela dans une situation de misère. Ces personnes viennent frapper à la porte de la Caritas de l'Église dans des paroisses. La paroisse étant dépourvue à des moments, a commencé avec le clergé local et toute l'Église entière de l'archidiocèse de N'Djamena, une réflexion sur la prise en charge de l'Église par elle-même. Apprendre aux gens à pêcher du poisson et non à manger le poisson. C'est dans ce sens qu'est né l'entrepreneuriat chrétien. Comment entreprendre avec 0 francs? Les jeunes ont commencé à faire cette expérience et finalement est née l'idée du marché de Noël. Le marché de Noël s'est ouvert du 11 décembre au 31 décembre par une messe d'action de grâce. Dans ce marché, l'accent est mis sur les valeurs chrétiennes
dans un sens de commerce éthique. Le pauvre peut trouver à acheter pour manger, le riche à sa place. Et l'Église commence la réflexion en même temps que l'argent ne prenne pas la place. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Merci Sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve jeudi prochain. Au revoir.